Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Cinéma Bis d'Arnaud. En 1974, Mel Brooks est alors au top de sa notoriété, sort sur les écrans ce que je considère comme son chef-d'œuvre, à savoir Frankenstein Jr. C'est Gene Wilder qui propose le film à Mel Brooks, film qui se veut à la fois une géniale parodie des films d'horreur produits dans le studio Universal dans les années 30, mais également un vibrant hommage au roman de Mary Shelley. Voyons le pitch du film. Le docteur Frederick Frankenstein, descendant direct du docteur Victor von Frankenstein, est devenu un brillant neurologue. Le fidèle valet de son grand-père lui remet alors un testament contenant les travaux contestés de son aïeul démon. De retour en Transylvanie, aidé par son fidèle serviteur Igor et de l'avenante assistante Inga, il décide à son tour de créer un être vivant à partir de pièces de cadavres. Mais il veut lui implanter un cerveau de génie. Malheureusement, Igor se trompe et apporte un cerveau anormal. Les ennuis commencent, pour notre plus grand plaisir. Moins loufoque que Le shérif est en prison, ou La folle histoire du monde, moins hermétique que La dernière folie de Mel Brooks, rappelez-vous, le seul mot prononcé dans le film l'était par le mime Marceau. Porté par un Gene Wilder déchaîné, le film fut en son temps acclamé par la critique et le public. Enfin, un film de Mel Brooks, drôle mais sérieux. Tourné dans un noir et blanc somptueux, fait rarissime dans les années 70, doté d'un budget confortable de presque 3 millions de dollars, Mel Brooks démarre son film avec un interminable générique d'ouverture typique des films d'horreur des années 30. Tout y est. Château lugubre, pluie, orage, éclairs, ombres menaçantes, musique pompeuse typique écrite par John Morris, compositeur attitré de Mel Brooks. Alors que dire de son réalisateur et scénariste Mel Brooks ? Mel Brooks, de son vrai nom Melvin Kaminsky, est né en 1926 à New York dans une famille juive germano-russe. Cela aura pour effet de développer très tôt chez lui un goût pour la provocation et l'humour juif. Tous ses films sont émaillés d'une allusion, ou de plusieurs, au sexe ou à la religion hébraïque. À la fois producteur de théâtre à Broadway, scénariste sur la série télé Max la menace, il réalise en 1968 son premier film Les Producteurs, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur script original l'année suivante. Anecdote en passant, Mel Brooks fait partie des 16 artistes à avoir réalisé le grand chelem des récompenses américaines les plus prestigieuses, à savoir un Emmy Award pour la télévision en 1966 pour justement Max la menace, un Grammy Award musique et un Tony Award pour la comédie musicale tirée des Producteurs en 2002 et un Oscar enfin en 1975 pour le scénario des Producteurs. Excusez du peu. Au sein de sa société de production Brooks Film, il permettra à des films de voir le jour et pas des moindres, comme par exemple La Mouche de David Cronenberg en 86 ou Elephant Man de David Lynch en 80 avec John Hurt. Fidèle au dicton « on n'est jamais mieux servi par soi-même », il n'aura finalement tourné que sous sa propre direction et en se réservant exclusivement les rôles les plus déjantés. Je retiendrai de sa filmo Les Producteurs donc, en 68, Frankenstein Jr. bien sûr, en 74, Le shérif est en prison en 75, Le Grand Frisson, géniale parodie des films d'Alfred Hitchcock, en 77, La folle histoire du monde, inclassable en 81. Il s'attaque ensuite à la science-fiction en 87 avec l'hilarant La folle histoire de l'espace. En 75, il produit une série parodiant Robin des Bois. Ça s'appelait Quand tout était pour rire. Il l'adaptera au cinéma en 93 avec le décevant Sacré Robin des Bois. Et on oubliera complètement Dracula, mort et heureux de l'être, en 95. Et Frankenstein Jr. dans tout ça. Le film enchaîne les scènes comiques en utilisant toutes sortes de ressorts, comme le comique de répétition, Frau Blücher et les chevaux, le non-sens, la bosse d'Igor qui change constamment de place, les regards vers le spectateur pour le prendre à témoin, et beaucoup de sous-entendus sexuels, notamment sur la taille des saucisses, car n'oublions pas, nous sommes quand même chez Mel Brooks. Frankenstein Jr. est non seulement un film de troupe, celle de Mel Brooks, mais également un film de copains de comédiens qui vont régulièrement se retrouver dans d'autres films, toujours ravis de travailler ensemble. Entouré de personnages délirants, Gene Wilder s'en donne à cœur joie dans la démesure, tenant là un de ses tout meilleurs rôles et portant le film à bout de bras. Désireux de coller au mieux à son illustre modèle, le réalisateur retrouve les anciens décors du film de James Whale de 1931 et les réutilise pour son long métrage. Ayant mis la main sur la quasi-totalité des accessoires créés par Kenneth Strickfaden, le plateau du laboratoire est une copie quasi conforme du film original,
et les extérieurs ont été tournés dans le même château. Cela donne au film un côté ancien de très grande qualité. De plus, le directeur de la photographie, Gerald Hirschfeld, soignera particulièrement le cadre, notamment les hauteurs de plafond et les ombres. Les extérieurs du village, lors de la chasse aux cadavres, seront eux réalisés dans les studios même de la 20th Century Fox. Les clins d'œil aux deux premiers films Universal, Frankenstein de 1931 et La fiancée de Frankenstein de 1934, sont nombreux. Et le personnage de l'inspecteur au bras articulé Kempf est par exemple tiré du film Le fils de Frankenstein en 1939. Mel Brooks n'hésite pas non plus à parodier King Kong lors de l'exhibition du monstre au Music Hall. De son vrai nom, Jerome Silberman, Gene Wilder étudie l'art dramatique à l'université d'Iowa, dont il sort diplômé en 1955. Après un passage en Angleterre, il débute dans le film d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde, en 1967. L'année suivante, Mel Brooks lui propose l'un des rôles-titres dans Les Producteurs, mais c'est son rôle de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie de Mel Stuart en 1971 qui fera de lui une star. Il tournera ensuite sous la direction des plus grands. Tout ce que vous avez jamais voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, de Woody Allen, où il a un rôle de psychiatre zoophile amoureux d'une brebis. On ne s'en refait pas. Le Petit Prince, de Stanley Donen en 1974, Transamerica Express d'Arthur Hiller en 1976, La folie aux trousses de Sidney Poitier en 1982. Ou sous sa propre direction dans Le frère le plus futé de Sherlock Holmes en 1975, Un drôle de séducteur en 1977, La fille en rouge en 1984, adaptation américaine d'un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il met un terme à sa carrière en 2002 et il nous quittera en 2016. Terry Garr maintenant, la plantureuse et avenante assistante Inga. Pas moins de 150 rôles au cinéma pour de grands réalisateurs et à peu près autant dans des téléfilms et des séries télé. Conversation secrète de Francis Ford Coppola, Palme d'or à Cannes en 1974, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg en 1977, Tootsie de Sidney Pollack en 1982, After Hours en 1985, Dumb and Dumber de Bob et Peter Farrelly en 1994, ou Prêt-à-porter de Robert Altman en 1994 également. Elle a mis fin à sa carrière en 2007. Madeleine Kahn maintenant, la détestable fiancée du docteur Frankenstein. De son vrai nom, Madeleine Gail Wolfson. Elle joue beaucoup au théâtre et son abattage comique lui permet de rejoindre la petite troupe de Mel Brooks et de participer à quasiment tous ses films. En dehors des films du Grand Mel, elle a joué dans On se fait la valise Doc de Bogdanovich en 1972, Le privé de ces dames de Roger Moore en 1978, Les Muppets le film de James Foley en 1979, Barbe d'or et les pirates de Mel Damsky en 1983, Oh les flingues avec le grand Clint en 1984, ou Nixon d'Oliver Stone en 1995. Cloris Leachman maintenant, alias Frau Blücher. Difficile d'imaginer que sous les traits de sorcière de la gouvernante germanique se cache un aussi joli minois. Elle débute à la télévision dans de petits rôles dans les années 50. Et on la voit ainsi apparaître dans des épisodes de Gunsmoke, Au nom de la loi, Rawhide ou La quatrième dimension. Puis dans des séries de premier plan, comme Mannix, L'homme de fer, Le Virginien ou Perry Mason. En 1972, elle tourne sous la direction de Ruth Hopper, le film La dernière séance, pour lequel elle remporte l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Indissociable des films de Mel Brooks, actrice typée comédie, elle participera plusieurs fois au Muppet Show. Sur la fin de sa carrière, et toujours aussi provocatrice, elle se spécialisera dans des rôles de grand-mère déjantée, comme dans la série Raising Hope, ou de grand-mère obsédée sexuelle, comme dans Blue Mountain State en 2010, ou fumeuse, alcoolique et ignoble dans Malcolm. Rien ne l'arrête. Elle a également prêté sa voix à de nombreux personnages féminins animés, dont la grand-mère des Croods en 2013 et 2020. Elle nous a quittés en 2021 à 91 ans. Deux actrices donc qui ont joué avec Kermit la grenouille et qui ne peuvent que mériter notre plus profond respect. Les seconds rôles masculins maintenant, avec en premier lieu Marty Feldman. L'acteur, scénariste et réalisateur anglais était connu pour son physique atypique, strabisme divergent, yeux exorbités, conséquence de la maladie de Basdow. Avant de jouer la comédie, c'est comme scénariste à la télévision anglaise qu'il se fait connaître, puis participe à l'émission satirique At Last, The 1948 Show, où il se lie d'amitié avec deux futurs Monty Python, Graham Chapman
et Jenkins. Frankenstein Jr. le révèle au grand public, et sa courte carrière lui permettra de réaliser et d'interpréter 2 films. Mon beau légionnaire en 1977 et La Bible ne fait pas le moine en 1980. Fragilisé par la maladie, il décédera à 48 ans d'une crise cardiaque, dans les bras de sa partenaire Madeleine Kahn, pendant le tournage de Barbe d'Or et les Pirates en 1983. Le cinéma a perdu un talent comique hors norme. Kenneth Mars maintenant. Membre de l'écurie Mel Brooks, il est un visage très connu des téléspectateurs américains, car il a participé, lui aussi, à d'innombrables séries, parmi lesquelles, allez, Columbo, Les Têtes Brûlées, Cagné et Lacé, L'Homme qui valait 3 milliards, Magnum, parmi tant d'autres. Imitateur de talent, il est un peu le Roger Carrel américain, prêtant sa voix à partir de 1982 à de nombreux films ou séries d'animation. Par exemple, Le Défi des Gobos, Les 13 fantômes de Scooby-Doo, Garfield et ses amis, Super Ben, Les aventures de Fievel ou Les aventures du petit dinosaure et, mon coup de cœur, Les castors allumés. Il est très connu en France pour avoir interprété le rôle du fermier d'origine allemande Otto Mankusser dans la série Malcolm de 2002 à 2004. Habitué au rôle comique, il a toujours regretté de ne pas se voir proposer des rôles plus dramatiques. Peter Boyle, enfin, qui interprète la créature. Après avoir suivi de brillantes études de théologie dans l'ordre des frères monastiques chrétiens, il part à New York pour y étudier l'art dramatique. Figure atypique de par sa personnalité et son physique, il tournera finalement peu de films, mais je retiendrai quand même Taxi Driver de Scorsese en 1976, Hardcore de Schrader en 1979, Le Dernier secret du Poséidon d'Irving Allen en 1979, Outland de Peter Hyams en 1981, film que nous avons d'ailleurs chroniqué, Double détente de Walter Hill en 1988, Malcolm X de Spike Lee en 1992. À la fin de sa vie, il se consacrera essentiellement à la télévision, et notamment sur la série Tout le monde aime Raymond de 1996 à 2005. Mais qui donc se cache sous les traits de l'ermite aveugle du film? Eh bien en fait c'est Gene Hackman. Oscar du meilleur film en 1972 pour French Connection, il accepta ce tout petit rôle uniquement par amitié pour Mel Brooks. Méconnaissable sous sa perruque hirsute, il révèle un vrai talent comique. Vous l'avez compris, je ne me lasse pas de regarder ce film. Et 3 scènes sont pour moi des morceaux de bravoure humoristique. Le passage secret et son ouverture avec un chandelier, Put the candle back. La partie de fléchette avec l'inspecteur Kempf et la plus réussie, à mes yeux, la fuite de la créature chez l'ermite aveugle. Vous ne mangerez plus votre soupe et ne fumerez jamais un cigare de la même manière. L'ambiance sur le tournage a été des plus joviales, et quelques scènes coupées du film en sont la preuve. Jugez plutôt. Follow me, please. Oh, does that include the key to the laboratory? You mean the laboratory. Oh, gee, don't laugh. It's so much better. Now listen to me very carefully. Let me smell your breath. Why, look. You haven't even touched your food. There. Now I've touched it. Doctor, there's that strange music again. It seems to have stopped the big fellow in his tracks. That music. That quaint. Stop it! Drop it! Drop it! I was referring to the luggage. Yes, master. This way, ladies. It's going to be a long night, so if you need any help with the girls, don't hesitate. Action! I'd like you to meet my assistants, Inga and Igor. How do you do? How do you do? This is my financier. Cette alchimie entre les acteurs se ressent à la vision du film et fera de Frankenstein Jr. un film culte pour de très nombreux cinéphiles.
Le magazine Total Film va le classer 28e sur la liste des 50 plus grands films de comédie de tous les temps. Et même Télérama l'aimera beaucoup, c'est dire. En 2003, à la grande joie de Mel Brooks, le film a été jugé culturellement, historiquement et esthétiquement important par le comité de sauvegarde du film américain et préservé par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de revoir ce chef-d'œuvre qui fait partie de mon top 5. Il est facilement trouvable sur les plateformes de streaming. Dans un genre à des années-lumière de Frankenstein Jr., ma prochaine chronique portera sur Star Trek, de Robert Wise, sorti en 1979. J'ai beau être fan de la série originale qui voyait, rappelez-vous, un équipage de vaisseau spatial en pyjama parcourir l'infini et au-delà. Ça ne m'empêchera pas de tailler un costard au film, croyez-moi. D'ici là, bon film, bon cinéma bis, et à très bientôt.